Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale dans laquelle nous allons découvrir ensemble le logiciel OpenToonz. Alors OpenToonz, c'est la version open source du logiciel Toonz, qui est un logiciel d'animation 2D utilisé sur de très grosses productions par de très gros studios tels que les studios Ghibli par exemple ou encore les studios de Matt Groening pour Futurama. Et c'est un logiciel qui est passé open source aujourd'hui, le 26 mars 2016. Il a été annoncé il y a une semaine par l'éditeur du logiciel comme devenant open source. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire que non seulement c'est gratuit, mais aussi on a le code source si jamais on veut participer au projet. Donc vous pouvez aller le télécharger sur le site opentoonz.github.io. Si jamais le site est en japonais, c'est que le bouton ici English n'a pas été pressé. Vous pouvez cliquer sur English pour passer sur la version anglaise qui vous raconte un petit peu le principe du logiciel. Il faut savoir que de base, pour l'instant, aucune documentation en anglais est fournie. C'est que en japonais pour l'instant. Donc autant vous dire que cette journée n'a pas été facile pour découvrir un petit peu le workflow du logiciel, mais en tâtonnant, on s'y retrouve un petit peu, et puis surtout avec, si vous avez déjà fait du Toon Boom, du Anime Studio ou du Flash, eh bien il y a des mots qui reviennent un petit peu. Vous pouvez cliquer sur le bouton OpenToonz ici pour télécharger la version OpenToonz. Vous tombez sur une licence en japonais, c'est parfait. Vous pouvez cliquer sur Download for Windows ou Download for OS X. Vous avez aussi GTS. GTS, c'est, d'après ce que j'ai compris, un outil de scanning d'images qui a été développé dans les studios Ghibli. Et vous avez aussi des effets qui vous sont proposés ici. Voilà, donc là, ça c'est les specs un petit peu qu'il vous faudra respecter pour utiliser le logiciel proprement. Et une fois que vous l'avez installé, vous pouvez profiter de cette interface avec différents outils et options pour faire de l'animation 2D. Alors, petite précision, lorsque vous avez installé le logiciel, il vous aura proposé de créer un folder qui s'appelle OpenToonz Stuff. Par défaut, c'est le nom qui est donné à ce dossier. C'est le dossier dans lequel vos projets vont être créés par défaut et vos sorties seront placées par défaut. Je vous invite à rester dans ce dossier quand même, plutôt que de créer le vôtre. Ça évitera de vous embrouiller. C'est une architecture de dossier qui fonctionne plutôt bien. Donc du coup, lorsque vous lancez Toonz pour la première fois, vous avez donc différents layouts. Les layouts, par exemple Cleanup, PLT Edit, Inkpaint, Xsheet, Patches et Browser. En fait, ça revient un petit peu au layout, je sais pas si vous avez fait du Blender, mais dans Blender, vous avez différents layouts, ça revient un petit peu à la même chose. C'est un ensemble de panneaux qui sont placés par défaut pour votre convenance, mais il faut savoir que vous pouvez désancrer chaque panneau et les fermer si ça vous tente. Donc nous, dans le panneau Cleanup ici, on va juste enlever la fenêtre, l'éditeur Cleanup, et on va garder le Xsheet, qui est en fait une timeline verticale. Ça vient donc de l'animation traditionnelle où on avait donc les frames verticalement et les différents cellulos, calques si vous préférez, placés horizontalement. Il n'y aura pas de timeline dans ce logiciel, donc il faudra s'habituer à cette Xsheet. Xsheet que je vais d'ailleurs placer ici verticalement. Alors si j'y arrive à prendre le coin. Alors bon, là pour l'instant j'y arrive pas, je vais la laisser en bas momentanément. Ah, là j'y suis presque arrivé. Pour le bas du moins j'y arrive. Voilà, c'est pas grave, on la redockera par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Windows ici, Other Windows, et je vais cliquer sur, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre la palette de couleurs qu'on mettra ici. Voilà, là je peux la docker. Du coup ça va me permettre de docker ici à cet endroit-là ma Xsheet. Très important de l'avoir vertical parce que les frames sont placés verticalement, donc vous aurez beaucoup plus de frames visibles à l'écran. En général, on a plus de frames que de calques. Donc par exemple, on peut la laisser comme ça avec les 3 premiers calques visibles et les frames qui sont placés verticalement. Donc là, j'ai ma palette de couleurs. On peut aussi venir dans Windows sélectionner Style Editor qui va nous être utile par la suite pour préciser nos couleurs. Voilà. Et à noter que tout ce que je suis en train de faire est sauvegardé pour le prochain lancement. D'accord ? Vous avez aussi la possibilité de faire clic droit dans la view, ici dans la scène, et de venir dans GUI Show, cliquer par exemple sur Toolbar, qui va nous afficher la toolbar ici avec les différentes brushes, pots de peinture, etc.
Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur console qui vous affichera la console de lecture, non pas la console d'erreur, pour pouvoir faire play, etc. Alors il faut savoir que par défaut, le logiciel ne possède presque aucun raccourci, voire aucun. Même le raccourci par exemple delete ne fonctionne pas, n'est pas seté, pardon. Donc il va falloir qu'on aille dans Customize, Configure Shortcuts pour setter nos différents raccourcis. Donc moi je vais aller déjà dans menu commande, et dans Edits, et je vais prendre l'option Delete, me placer sur cette zone, donc faites bien attention à garder votre souris dans cette zone, et appuyer sur la touche Supr, pour que le paramètre Delete soit accessible via la touche Supr. On va aller ensuite dans Tools, ici, pour la brush, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche B. Pour Eraser, on va se mettre là et on va appuyer sur la touche E. Ensuite, on va descendre un petit peu, on va prendre le Hand Tool, on va appuyer sur la touche Espace, donc c'est ce qui vous permettra de vous déplacer dans le canvas. On va ensuite utiliser la touche R pour l'option Rotate ici. Et nous allons utiliser pour l'outil de sélection la touche V. Donc là, je set mes raccourcis un petit peu comme je les utilise dans Toon Boom ou dans Flash. Et on va utiliser la touche Z pour le zoom. Super. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appuyer sur la touche Espace pour le Hand Tool, c'est cet outil-là. La touche Z pour ce tool-là, c'est pour zoomer. La touche R, alors là on le voit pas, mais si j'agrandis ici le panneau, on le voit ici, c'est cet outil-là qui permet de faire une rotation de la scène. Très pratique pour incliner son canvas. On peut faire clic droit, Reset View pour revenir à la vue principale. Et donc je peux naviguer comme ceci, je peux appuyer sur la touche B pour accéder à mon outil de dessin. Alors chez moi ça rame puisque j'ai une capture vidéo, mais ça ne rame pas en temps normal. Donc j'aurai un petit temps de latence par rapport à vous. On a aussi la possibilité d'accéder via la touche V à cet outil qui va permettre donc de faire des sélections, de déplacer des lignes, de les tourner, de les agrandir et de changer le point de pivot qui se trouve au centre pour faire une rotation par rapport à ce centre-là. Très 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 pratique. Et on a la possibilité aussi d'utiliser la touche Supr, ce qui est plutôt pratique. Donc la brush ici, on va commencer par découvrir un petit peu plus sur la brush. Donc à noter que ici on a des options pour cette brush qui se trouvent en appuyant sur le clic droit dans Show Hide. On peut accéder aussi au Toolbar Options. Si jamais vous voulez les accéder en menu flottant, vous pouvez y accéder ici, Toolbars Options, en menu flottant, et le fermer. Donc, les options de la brush. Vous avez la taille minimum et la taille maximum. Alors, bien sûr, ça va dépendre de la pression de la tablette graphique. Si vous avez enclenché Pressure ici, vous avez la pression de la tablette graphique. C'est-à-dire que si par exemple je mets un range à 24 ici en max et 1 en min, quand j'appuie très faiblement, j'aurai une taille de 1, et si j'appuie très fortement, j'aurai une taille de 24. À noter que si vous voulez changer ici la taille de manière précise, vous voyez que je sélectionne et à partir du moment où je sors de cette fenêtre, c'est-à-dire de tout cet ensemble ici, eh bien ça va désélectionner. Donc c'est pas très pratique, il faut toujours avoir la souris dedans. Par exemple là je peux mettre une taille max de 10. Et voilà, j'ai une taille max de 10. Tout au bout ici, on a des options pour la terminaison de la stroke. Par exemple ici je peux me mettre en bord arrondi et en bord arrondi. Et si par exemple je fais une stroke ici et que je zoome, pour marquer que ici j'ai bien un bord arrondi pour la terminaison de ma brush. Plutôt pratique. Je peux utiliser l'outil de sélection, V, sélectionner et supprimer. Ensuite, on a la possibilité ici d'utiliser l'option Accuracy. Alors si je me mets à 1, qu'est-ce qui va se passer? Ça va m'auto-smoother ma forme de manière très comment dire, exagérée. Vous voyez que j'ai beau faire un tremblement, il va essayer au maximum de me smoother ma broche, enfin mon trait. Donc c'est très pratique. Vous avez la possibilité de vous mettre à 100 aussi. Alors c'est aussi réglable avec ce slider. Hein. Si je me mets à 100 ici, vous voyez que bon, il va presque pas me smoother, voire quasiment pas ma broche. Par contre, si je viens à 1, vous voyez que hop, il essaye au maximum de smoother ma broche. Donc voilà pour les options de précision. Je vais me remettre à 20. La pression ici de la tablette graphique est enclenchable ou non. Par exemple, on peut venir baisser le max ici à 5. Et ça sera la taille définitive de la brosse sans pression. Si j'active la pression ici, ça ira entre le minimum et le maximum. Voilà. Donc je peux très bien me créer un preset. En cliquant sur plus ici, je vais l'appeler standard.
ça sera mon preset standard avec pression. Voilà, ça sera ma broche standard. Ok, super. Donc maintenant, on sait un petit peu comment fonctionne la broche. Maintenant, on va découvrir cet outil-là. Cet outil-là va nous permettre de faire des formes géométriques. Par défaut, c'est un rectangle qui est présent. À noter que ici, on a les mêmes options pour cet outil de bord arrondi ou non. Vous voyez que là, j'ai mis le bord arrondi ici. Et là, je n'avais pas le bord arrondi par défaut. Donc là, j'ai bord non arrondi, bord arrondi, et là, l'autre option, c'est bord écrasé. D'accord? Donc ça, c'est toutes des options que vous pouvez sélectionner à cet endroit-là. D'accord? Donc ça, par défaut, ça fait un rectangle. On peut sélectionner cercle, ça fera un cercle par défaut. D'accord? On peut aussi sélectionner ellipse. Vous pouvez faire une ellipse. Si vous appuyez sur Shift pendant que vous faites une ellipse, vous allez contraindre les proportions, tout comme pour le rectangle, pour faire un carré. Et dans l'ellipse, si vous rajoutez la touche Alt, vous allez faire une ellipse en son centre. D'accord? Donc si je relâche Shift, j'enlève la proportion. Si je rajoute Shift, je garde la proportion. Et si j'enlève Alt, je pars du coin supérieur gauche de mon drag. Super. Donc maintenant, on sait comment fonctionne cet outil. On a les lignes, bien évidemment. Pareil, les lignes possèdent des options d'arrondissement. Alors ça va être ici, dans ce cas-là. Elle possède aussi du polyline qui va vous permettre, voilà, de faire un ensemble de lignes. Alors il faut appuyer sur la terminaison ici pour venir remplir la forme. Donc par exemple, si je fais un simple clic à chaque fois, je vais avoir une forme géométrique avec des bords durs. Si par exemple, ici je me mets là, que j'appuie et que je drague, je vais avoir une courbe de Bézier qui va se former. Très pratique. Ensuite, on a l'option arc, qui est hyper pratique aussi, qui va vous permettre, entre deux points, de définir un arc. Donc 2 points, je définis un arc. On a l'option aussi polygone ici, qui va vous permettre de tracer un polygone fermé, qui utilisera cette option pour le nombre de côtés. D'accord? Donc voilà un petit peu les options de cet outil qui est très pratique. Après, on a l'outil texte standard. J'ai rajouté pas mal de trucs dedans. Donc là, je ne sais pas si je peux le rééditer après. Non, je ne crois pas. Donc après, il faut sélectionner l'ensemble et le supprimer. Si par exemple, vous mettez un texte et que vous revenez sur l'outil de sélection, vous pouvez sélectionner lettre par lettre et venir modifier lettre par lettre l'ensemble. À noter que vous vous trouvez dans un groupe quand vous faites ceci. Ouais, donc le texte est un ensemble est un groupe. Et tout est vectorisé, donc du coup vous pouvez modifier à volonté les lettres. Vous avez la possibilité ensuite d'utiliser le fil, le remplissage. Alors le remplissage, comment il fonctionne? Donc ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement, je vais prendre ma broche. Je vais faire une forme fermée. Et je vais pouvoir utiliser l'outil de remplissage ici. Notez que je peux remplir soit les lignes, soit des zones, soit des lignes et des zones. Donc on va rester en zone pour l'instant. Et pour remplir, il va falloir créer une nouvelle couleur dans la palette de couleurs. Je vais faire clic droit, New Style ici. J'ai une nouvelle couleur ici qui existe. Je vais l'appeler rouge par exemple. Et je vais aller modifier dans la pipette ici la couleur rouge. Si je clique sur Apply ici, cette couleur possède la couleur qui se trouve dans la palette. Et je peux remplir ma zone avec la couleur sélectionnée. Si je prends du noir, je remplis du noir. Si je prends du rouge, je prends du rouge. D'accord ? Alors pourquoi, vous allez me dire, c'est aussi complexe que ça? Eh bien, il y a une raison qui est très simple et qui est tout simplement géniale, c'est que vous allez avoir des couleurs dynamiques. Par exemple, si je modifie mon rouge en vert ici et que je clique sur Apply, toutes les couleurs qui auront été remplies dans n'importe quel frame dans tout votre projet, eh bien, seront modifiées par justement ce style. Très intéressant. On peut cliquer sur Auto Apply qui vous évite aussi d'appliquer la couleur. C'est pas très prudent, mais ça peut être très intéressant dans certains cas. Voilà. Donc comme je le disais ici, on peut modifier les areas, on peut modifier les lignes. Par exemple ici, je vais sélectionner cette ligne, hop, je la mets de cette couleur-là. On peut modifier les deux d'un coup. Avec Line Areas, comme ceci.
Donc à vous de choisir, il faut être précis par exemple par contre sur la sélection. Ok, donc ça c'est super, c'est un outil de remplissage plutôt intéressant. Je vais revenir maintenant sur ma couleur noire, pour ma broche. Je supprimer ce dessin. Et on va voir maintenant, on a donc, bon ça c'est des outils classiques, on a même c'était un raccourci, c'est la gomme avec la touche E. La gomme a quelque chose de très particulier par contre, par rapport à d'autres outils. C'est, donc j'appuie sur E, c'est la possibilité d'avoir ici un type d'effacement, rectangulaire par exemple, qui va vous permettre d'effacer de manière rectangulaire des points. Alors attention, ce qu'on efface là, avec la zone rectangulaire, c'est des points en fait. Donc, si j'analyse ma courbe, il faut vraiment que j'englobe tout le tracé. Par exemple, si j'ai cette courbe et cette courbe, si j'appuie sur E et que j'encadre complètement ce tracé, je l'encadre complètement, je le supprime. Si je l'encadre à moitié, je ne le supprime pas. Par contre, je me mets en mode sélective. Alors, c'est pas sélective. Non, si c'était sélective. Non, bon, ça ne fonctionne pas. C'est pas ce à quoi je pensais. Mais quoi qu'il en soit, je peux encadrer ma courbe complètement. Si j'encadre les deux, ça me supprime les deux. Je repasse en normal, donc pour avoir une broche qui efface normalement. Comme ceci. Notez qu'on a gardé les propriétés de notre broche, c'est-à-dire sur la terminaison du tracé, ce qui est plutôt chouette. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'outil ici Skotch, qui est super. L'outil Skotch, il va nous permettre de faire quoi? Il va nous permettre de fermer tout simplement deux points. Donc je prends un point, je drag and drop vers un autre point, et ça crée une ligne entre les deux. Je peux choisir ici endpoint to endpoint, line to line, etc., etc. Par exemple, line to line, ça va me permettre au centre d'une ligne de créer une autre ligne. D'accord? Par contre, si je me mets endpoint to endpoint, je vais prendre d'un point qui termine une curve vers un autre point qui termine une curve. Si je me mets endpoint to line, je prends un point qui termine une curve. Je commence par un point qui termine une curve. Notez que je ne peux pas aller vers une curve. Par contre, je peux aller vers... Enfin, je ne peux pas démarrer au centre d'une ligne. Par contre, je peux aller vers une ligne pour terminer. Très, très intéressant comme outil. Et encore une fois, il y a très peu d'équivalents dans les autres logiciels. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Cet outil n'est pas utilisable en vectoriel. Je ne sais pas trop pourquoi. Ici, on a une pipette de couleur standard, une règle qui vous permet de faire des calculs. Ici, on a cet outil-là. Alors là, vous allez voir, toutes ces options sont particulièrement très intéressantes. Je vais faire un ensemble de lignes. Voilà, je vais faire ça. Un truc comme ça. Voilà, c'est horrible, donc je vais pas faire ça. En même temps, je suis très très lent avec la capture. Ça va bouffer beaucoup sur la carte graphique, j'imagine. Donc cet outil-là est génial. Qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Il va pouvoir vous permettre d'accéder au point de votre courbe de Bézier. Donc j'ai mes tangentes ici, j'ai le point, comme ceci, et je peux, à la main, comme dans Illustrator par exemple, venir modifier la courbe grâce à ces points-là. Ensuite, j'ai un autre outil qui est un petit peu plus intuitif, qui va permettre de faire à peu près la même chose, modifier les tangentes concrètement, mais en plus simplement. Vraiment, c'est ce qu'on retrouve dans Flash, par exemple. Vous voyez que je peux prendre le point, la terminaison et le merger. Voilà, c'est assez pratique. Bon. Ça va vous permettre de modifier très rapidement vos dessins. Un autre outil génial, c'est le gonflement. Je vais pouvoir gonfler une courbe. Par exemple ici, vous voyez que je vais gonfler cette courbe pour changer la calligraphie de la courbe. Ensuite, il y a cet autre outil que j'ai pas très bien compris l'intérêt pour l'instant. Vous pouvez changer un petit peu la taille de cet outil. Il va vous permettre de créer voilà, une sorte de fall-off, j'ai l'impression, dans la direction dans laquelle vous allez. J'ai pas très bien compris l'intérêt en production. Cet outil est plutôt cool aussi, il vous permet de faire un bending, comme si vous alliez tordre avec une pince un fil de fer. Voilà, ça va vous permettre de, par exemple, faire ce genre d'opération. Par exemple, admettons que je commence avec un cercle. Et je prends l'outil bending, je me mets de là à là, et je peux bender par exemple la forme comme ceci. Pour faire une sorte de haricot par exemple. Voilà. On a l'outil ensuite faire à repasser qui est plutôt cool aussi, qui va vous permettre de smoother votre courbe. Donc vous êtes contraint sur la curve comme vous pouvez le voir. D'accord ?
Et vous avez l'outil Cutter aussi. Alors l'outil Cutter, il va être très intéressant pour pouvoir cutter un trait en deux. Par exemple, je me mets là, je cut en deux mon trait, et je me retrouve maintenant avec 2 curves, quand j'appuie sur l'outil de sélection avec la touche V. Très intéressant. Les autres options ici, je les ai pas trop regardées honnêtement. C'est des options qui vont permettre de faire des personnages de type découpé. Mais là, je pense qu'il faudra que j'attende qu'il y ait une doc pour pouvoir avoir un workflow un petit peu plus précis. Ok, donc je vais supprimer ce calque ici. Et maintenant, on va découvrir comment fonctionnent les outils d'animation. Du moins les outils d'animation de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite balle qui rebondit très simple. Ça va pas être du grand art, ça va être juste de la technique. Donc je vais prendre un rectangle, je vais tracer un rectangle ici. Je vais me créer une nouvelle couleur ici, New Style. BG pour background. Apply. Je vais utiliser le pot de peinture, je vais remplir. Et je vais locker le calque. Alors le calque, on le lock comme ceci. N'oubliez pas, hein, quand je parle de calque, c'est voilà, cette sélection ici. Ça, ce sera tout de nos frames. Et ici, j'ai le range de mon animation. Je vais me mettre jusqu'à 6 frames d'animation. Et je vais pouvoir sélectionner ma clé de background et l'étendre. C'est-à-dire que ma clé ici va continuer jusqu'à la frame 6. D'accord? Donc il faut bien que je la prenne et que je l'étende. Alors bien sûr, il faut le faire quand le calque est déloqué. Voilà, comme ceci. Je relock mon calque. Donc du coup, là, si je lis mon animation, vous remarquez que j'ai pour l'instant un fond bleu pour l'ensemble. Je vais aller ensuite dans le deuxième calque ici, et avec la touche B, je vais commencer à dessiner. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste une balle qui rebondit, tout simplement. Donc je vais utiliser l'outil, cette fois-ci par rectangle, mes lignes. Créer une ligne, alors je peux tracer une ligne, appuyer sur la touche Shift à tout moment pour la snapper horizontalement. Voilà. Pareil, je vais étendre le calque ici, et je vais le locker. Et je vais même le collapse, en faisant clic droit, et clic droit, alors c'est pas clic droit, c'est... Si c'est clic droit, normalement c'est clic droit, si je ne m'abuse. Collapse, voilà. Clic droit, collapse. Apply. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Clic droit. C'est bizarre. Clic droit. Fold. Fold colonne, voilà. Donc du coup, je vois plus calque. Je peux faire la même chose ici. Fold colonne. Voilà. Et garder ce calque-là. Voilà. Donc sur ce calque-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par dessiner ma balle. Voilà. Alors si jamais ça rame chez vous, vous pouvez aussi aller dans les options, dans préférences ici, aller dans les options de preview, alors c'est pas preview, de visualisation non, de l'interface non, visualisation non, preview, onion skinning, transparency check, version loading, drawing ici. Donc là, c'est ce que je vous expliquais, hein. Le raster, c'est la possibilité de dessiner avec des pixels directement et de ne pas être en vectoriel. Mais ce que je cherchais et que je ne trouve pas, c'est les options d'anti-aliasing. Minimize raster, use default viewer to move this on, backup when saving show. Je vais mettre un tout petit peu plus de mémoire en fait, moi dans mon cas. Ça me permettra de remplir un petit peu plus ma RAM, parce que 100 mégas c'était pas énorme. Donc voilà. Donc du coup là j'ai créé ce frame. Bon à peu près, on va le faire rapidement. Et là j'aimerais avoir de l'onion skinning. C'est-à-dire voir avant et après. Je fais clic droit et je vais pouvoir aller dans Activate Onion Skinning. Et je verrai ma frame d'avant. Si vous allez dans Préférences ici et dans Onion Skinning, vous allez pouvoir aussi, en activant l'Onion Skinning, choisir une couleur. Donc je double-clique sur le carré ici et je vais pouvoir choisir une couleur. En général, ce que je fais, c'est que je mets du vert avant. Je clique sur Apply ici et je mets du rouge après. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement m'afficher en vert les frames d'avant et m'afficher en rouge les frames d'après. Donc cette frame-là, c'est la frame d'avant. Je vais pouvoir
dessiner ma balle comme ça. Alors encore une fois de plus, je suis très lent sur le dessin. Parce que ça rame un peu avec la capture, donc je suis pas précis du tout. Donc je m'en excuse. Je vais faire une balle qui s'écrase sur le sol assez standard. Elle va ensuite remonter ici. Et pour ma dernière image, alors il va falloir que j'étende encore de quelques frames mon animation. Je vais décollapse tout ça. Je vais déloquer mes deux calques, sélectionner ces deux frames là et les faire évoluer vers le bas. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller reprendre une frame d'avant. Par exemple celle-ci. Je la copie, je vais à cet endroit-là et je la colle. Et la première frame, je la copie et je peux la coller aussi. D'ailleurs, je vais la monter un tout petit peu avant l'arrivée. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur le bouton lire en boucle et vous voyez que c'est pas très beau. Donc effectivement, c'est logique parce que c'est ultra rapide et que j'ai pas envie de faire les in-between. Donc du coup, je vais pouvoir aller dans les préférences ici de la scène, Scene Settings, et venir me mettre par exemple à 8 images par seconde. Voilà. Bon alors, il y a une frame où je me suis mis complètement dans le mauvais sens. Je peux sélectionner mon dessin, le tourner. Voilà. Et là, on a une balle qui rebondit à peu près. Ok, donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est aussi désactiver l'onion skinning pour s'en rendre compte un petit peu mieux. Voilà. Comme ceci. Et du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est venir, par exemple, remplir ma balle. Donc je vais prendre ici l'outil de remplissage, créer une nouvelle couleur sur ce calque, New Style. Je vais l'appeler Ball. Je vais prendre une couleur rouge pour le moment, faire Apply et remplir. Et je peux appuyer sur la touche bas, par exemple, pour descendre à chaque fois vers le bas dans la timeline. Et donc vous voyez qu'après, j'ai plus de frame. Et donc là, maintenant, j'ai rempli tout simplement ma couleur. Ce que je peux faire, c'est que si je clique sur le Auto Apply ici, je vais pouvoir en temps réel changer la couleur sur chacune de mes frames de ma balle. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est exactement comme ce qu'on a dans Toon Boom. Donc, là on se retrouve avec quand même plutôt des choses très intéressantes. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre que j'ai découvert on a la possibilité d'exporter. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas hyper intuitif. Alors j'aimerais d'abord vous montrer un petit peu comment on sauvegarde dans ce logiciel. On va dans un premier temps devoir faire Save Level. D'accord? Save Level. Et ensuite on va devoir faire Save Scene. Et là il va falloir être dans la sandbox par exemple. Et en fait, c'est ce que je vous expliquais, il y a un projet qui s'appelle un dossier qui s'appelle OpenToons 1.0 Stuff sur votre disque C si vous avez laissé l'installation le mettre à cet endroit-là. Et dans la sandbox ici, si je vais dans Scene et que je l'appelle par exemple balle, bouncing ball, et que je save, ça va sauvegarder ma scène. D'accord? Maintenant, si je fais save level, ça va sauvegarder le level de ma scène. D'accord? Alors, il faut que je sauvegarde ici encore les levels. Alors je vais les sauvegarder comme ça. Je vais l'appeler bouncing ball. Je vais faire save. Voilà. Théoriquement, ça me les a sauvegardés quand même normalement. Voilà. Et là, si par exemple je fais new scene, save, ok, j'ai une nouvelle scène. Et si je veux revenir sur mon ancienne save, je peux faire open recent scene et retrouver ma scène. Alors, à noter que oui, j'ai fait une erreur, j'ai pas sauvegardé tous mes layers. D'accord? Donc ça, c'est une grosse erreur de ma part. J'aurais dû sauvegarder le background, donc du coup, je vais le refaire très rapidement. Voilà, donc j'ai pas refait le sol, j'ai fait juste quelque chose pour être rapide. Et du coup, n'oubliez pas qu'il faut réétendre après. Et du coup, là, je vais faire File, Save Level aussi. Donc théoriquement, ça devrait m'avoir sauvegardé mon level. Et là, si je play,
je devrais avoir toutes mes frames aussi. Voilà. Donc ça, c'est un truc, pour l'instant, j'ai pas trop encore compris la logique là-dedans. Je crois qu'on a des options pour sauvegarder tous les layers d'un coup. Et je me souviens plus exactement où est-ce que je les avais trouvés. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant, théoriquement, si je save et que je fais un revert scene, ça devrait me reloader la scène théoriquement. Et voilà, je me retrouve avec la bonne scène avec mes calques qui sont sauvegardés. Ok, super. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, aller dans les settings ici de Output Settings. Et je vais pouvoir, dans les outputs, alors ça c'est le dossier OpenToon Stuff dont je vous parlais, je vais pouvoir sélectionner un format de sortie. Par exemple, on va dire que je veux du move. Voilà, je veux 16 bits ou 8 bits. Je veux différentes... il y a différentes settings. Hein. Par exemple, je veux du PAL, du HD, etc. Je choisis vraiment à cet endroit-là les paramètres de ma caméra, de mon fichier en soi et d'autres settings qui se trouvent à cet endroit-là. Par exemple, là, j'ai bien un framerate de 8 stretché par rapport à 25 frames par seconde. J'ai le gamma ici que je peux choisir. Je peux choisir de faire de la rotoscopie, etc. De la stéréoscopie, pardon. Donc vraiment, c'est à cet endroit-là que vous avez la possibilité de setter vos paramètres. Par exemple, je peux aussi venir faire Add ici et mettre Move. Et là, ça m'exportera, ça me gardera un preset pour exporter du Move, par exemple, qui serait celui-là. Ensuite, comment j'exporte? Je vais dans Batches ici, et je vais dans Task, et je fais clic droit, Add Render Task. Dans ma sandbox, ici, je peux aller sélectionner ma scène, Bouncing Ball, faire Add, et ici, j'ai ma task, et vous remarquez que on a bien nos infos ici, ça va aller se créer à cet endroit-là, dans OpenToons 1, bouncing-ball.tif. Alors ça, c'est pas normal. Il faut d'abord que je sauvegarde peut-être ma scène avec les paramètres. Du coup, là, je vais remove ma task et créer ma nouvelle task, add task. J'espère que ça m'aura sauvegardé le point move. Voilà, point move maintenant. Sauvegardez bien votre scène pour que ça sauvegarde les paramètres d'export. Voilà, c'est parfait. Et vous pouvez faire du rendu en réseau aussi si ça vous intéresse, mais là, ce ne sera pas le cas. Et là, je peux faire Start. Et ça va lancer toutes mes tasks. Et vous voyez que là, maintenant, ça me dit que c'est complete. Maintenant, je peux aller regarder mon fichier. Il se trouve donc sur mon disque C opentoons1.stuff. Et ensuite, je peux aller dans... ici... Sandbox. Output. Et voilà, j'ai ma bouncing ball ici. Donc vous voyez que les paramètres d'export sont pas top, j'ai pas choisi la qualité, etc. Si ça vous intéresse, vous, de choisir la qualité, vous pouvez aller dans les settings, output settings, et vous allez avoir ici la possibilité dans options de changer les propriétés d'export du move. Ça, c'est des choses plutôt standards. Voilà. Donc, ça va être tout pour cette vidéo, parce que honnêtement, pour ce qui est du reste, soit c'est pas ultra intéressant, soit c'est des choses que je ne connais pas encore de ce logiciel, puisque je répète, il est sorti aujourd'hui et il n'y a pas de doc en anglais, il n'y a que des docs en japonais et je parle pas encore très bien le japonais. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo d'introduction vous aura plu. Le logiciel a un très bel avenir devant lui, parce que en général, quand ça passe dans le domaine de l'open source, les gens sont assez motivés pour développer. Il y a plein de features que je connais pas, mais que je sais qui sont présentes, comme par exemple le fait de pouvoir faire des squelettes animés. Ça va être super pratique pour le jeu vidéo. Il va y avoir plein de possibilités, par exemple le jeu vidéo 2D, on a des équivalents en payant comme Spine, Toon Boom, Anim Studio, etc. Mais là on va l'avoir en open source. On va avoir la possibilité de mettre des tas d'effets. C'est vrai que là j'ai pas ouvert encore le combo viewer. Non, le schématique ici qui vous présente en fait comment dire, votre scène en nodal. Donc vous voyez que j'ai une caméra ici, que ça c'est ma table d'animation, que j'ai deux calques. J'ai un calque qui s'appelle col 1, un calque qui s'appelle col 2.
et vous avez la possibilité de les renommer ici, vous avez la possibilité de faire pas mal de trucs. Je crois qu'il y a des piles d'effets aussi. Alors je ne sais pas où sont les piles d'effets. New Peg Bar, New Camera, New Motion Pass. Donc ça c'est tout ce qui est voilà, Toggle Effect. FX, voilà. Insert FX par exemple, là on va mettre sur la Bouncing Ball par exemple, je vais faire un clic droit, Add FX, et je vais faire par exemple un dégradé en diamant. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il a rajouté, ce dégradé. Je sais pas trop ce qu'il a rajouté, je vais faire un Add FX plutôt. Et je vais mettre par exemple... alors il faudrait que je le fasse sur la sortie. Vous voyez qu'en fait ça se stack sur la sortie. Je connais pas encore très bien tout ça pour être franc. Par exemple si je veux mettre un blur en sortie ici, je pourrais très bien, je pense, faire ça. Et je pense que là, ça se fera au rendu, par contre. Je suis pas tout à fait sûr, mais je pense que ça se fera au rendu. Enfin, ouais, quoi qu'il en soit, il y a plein de choses que j'ai pas encore explorées de mon côté, mais ça se sent qu'il y a derrière, il y a du gros potentiel. Comme je disais, la possibilité de faire des squelettes animés, par exemple, avec cet outil-là, je crois que c'est l'outil Skeleton. Voilà, vous avez la possibilité de faire pas mal de trucs. J'ai hâte de voir un petit peu, quand la doc sortira, comment ça fonctionne. Je vous ai pas montré, mais ici il y a la possibilité d'avoir du multiplan, donc de bouger la caméra sur un multiplan. Vous avez la possibilité de faire vraiment plein de trucs. Et tout ça, c'est des choses qui que je pense je referai une vidéo un petit peu sur les notions avancées de ce logiciel. C'est des choses que je découvrirai au fur et à mesure avec quand les tutos sortiront et quand la doc sortira. En tout cas, il y a un très très bel avenir pour ce logiciel. En même temps, c'est utilisé par les studios Ghibli donc, et les studios de Matt Groening et d'autres gros studios. Donc en même temps, c'est compréhensible que ça soit un tool qui soit assez intéressant. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez aller sur la page Facebook comme d'hab, Tutoriaux Tout Apprendre, pour venir larguer un commentaire ou découvrir des news en avant. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée. Et voilà, donc c'était la présentation du logiciel OpenToonz qui est sorti aujourd'hui. Ciao ciao!